cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour. Lundi 18 août 2025, vous êtes sur votre émission Le Monde en 52 minutes. L'Union africaine, l'Union européenne, le Liban et si le temps le permet, les États-Unis seront débattus au cours de ces 52 minutes. Pour en parler, j'ai avec moi l'expert en relations internationales et analyste géopolitique, Hamzat Abdoulaye. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien. Alors là, tout de suite, nous allons du côté de l'Union africaine afin de redonner sa juste proportion à l'Afrique. L'institution souhaite une carte du monde corrigée. La campagne Correct the Map de l'Union africaine adhère officiellement à cette initiative. Oui, je pense que c'est tout de même une initiative louable qui était déjà dans l'air depuis plusieurs années. Maintenant, l'ancienne carte de l'Afrique, on sait que c'était à des fins... je dirais pas destructeur, mais je pense surtout que le monde a été construit sur une base plus ou moins erronée, mais toujours axée sur ce rapport de force qui faisait en sorte que les Occidentaux, parfois, imprimaient leur vision du monde à tous les autres. Et partant de cet idéal, de cet objectif, je pense que progressivement, dans toutes les têtes, l'Afrique a un tout petit espace, l'Afrique sur la carte en tout cas un tout petit espace géographique. Et ça, c'est toujours dans l'esprit de dominer les autres, de dominer les États africains. Et aujourd'hui, je pense que les vérités se révèlent petit à petit. L'Union africaine a très bien fait de porter ce projet. Je pense que ça va, allez, aujourd'hui il est un peu tard pour le dire, mais ça va tout de même aider à déconstruire tout ce qui a été construit depuis l'époque coloniale, sinon même avant, depuis l'époque de l'esclavage. Alors justement, pourquoi selon vous, en tant qu'expert en relations internationales, pourquoi selon vous aujourd'hui une telle campagne alors que le monde connaît de grandes mutations? Alors, les mutations ne se font pas sans ce genre de décision. Ça, on doit être certain là-dessus, puisque on parle d'un monde qui devient de plus en plus géopolitique, géostratégique, mais on oublie souvent ce que constitue la géostratégie, c'est avant tout la géographie. Et l'Afrique est en train aussi d'essayer de prendre de la place dans ce monde géostratégique et géopolitique, dans ce sens où le continent a de plus en plus de la voix. Le continent s'affirme de plus en plus, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore 30 ans ou 20 ans. Le continent s'affiche à travers plusieurs leaders de plusieurs États qui parlent de leur droit à la souveraineté, qui parlent de revisiter leur partenariat et qui évoquent surtout le changement du rapport de force que j'évoquais en tout début. Parce que justement, ce rapport de force nous a été défavorable sur plusieurs points. Sur le plan géostratégique, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a vu le pacte de cette décolonisation qui n'a pas été forcément à notre avantage. Il y a eu cette décolonisation, il y a eu cet octroi d'indépendance, mais on sait très bien dans quel contexte et pour quelle fin, puisque dans la réalité, les États, malgré leur indépendance, continuaient d'être guidés ou téléguidés dans l'ombre et à travers leur politique, à travers le choix de leurs dirigeants, à travers même la stabilité ou même la question de la paix. La paix est devenue ou est devenue dans les années 70-80 le
pain d'échange entre les Occidentaux qui, malgré leur retrait, étaient toujours présents. Et ça, c'est des choses qui interrogent. Ensuite, il n'y a pas de véritable indépendance économique parce qu'au niveau monétaire, vous allez constater que les anciens États, la majorité, en tout cas des anciens États colonisés, surtout en Afrique subsaharienne, surtout les États francophones, hein? Francophones, bien sûr, mais j'inclus aussi les autres qui, malgré qu'ils aient leur propre monnaie, ne sont pas vraiment indépendants sur le plan financier. Parce que vous allez vous remarquer que c'est toujours les institutions de Bretton Woods qui continuent de diriger, qui continuent de donner le courant à suivre par rapport aux directives financières et économiques. Donc, vous allez vous constater qu'un État comme le Ghana, il y a quelques années, clamait son indépendance financière, économique. Aujourd'hui, se retrouve à genoux, littéralement à genoux sur le plan économique et financier et d'une certaine façon oxygéné par ces mêmes institutions qui étaient vomies il y a quelques années. Donc, c'est un peu comme un cercle vicieux dans lequel les États africains sont tombés. Mais je vais revenir au centre même de votre question en disant une chose très importante, c'est que en réalité, cette décision de l'Union africaine va permettre plus ou moins de continuer le combat, déjà en commençant sur le terrain géographique, qui peut se transmettre ou aller vers le terrain économique, le terrain politique, le terrain diplomatique, et dans l'idéal surtout d'affranchir toutes les idéologies africaines, toutes les têtes et âmes africaines qui sont désormais conscients d'une chose, c'est que l'Afrique n'est pas un tout petit continent déjà sur le plan géographique, mais ensuite les dirigeants commencent de plus en plus à revendiquer cette place de l'Afrique dans le monde. Rappelons une chose importante. Oui, c'est vrai. Oui, démographiquement, l'Afrique est un continent très important de par sa population. Et ensuite, sur le plan de l'influence dans le monde, aujourd'hui, il est indéniable que le soutien de l'Afrique sur plusieurs sujets est très important. Et eu égard à toutes ces priorités, je pense que ce n'est pas une décision vaine, c'est une décision qui sera capitale, surtout dans les années à venir. Alors justement, est-ce qu'il sera facile de sortir cette perception biaisée de la carte de l'Afrique héritée de l'époque coloniale? Oui, je pense que c'est un travail de longue haleine qui a commencé. Déjà, on peut remercier Internet d'avoir sorti... certaines archives. Exactement, d'avoir sorti certaines archives qui, pour ma part, étaient cachées volontairement, en tout cas. Donc, grâce à cet outil aujourd'hui, qui était censé tout de même être un outil de domination à nouveau de l'Occident sur le continent africain et étendu peut-être au sud globalisé, les dirigeants, les habitants, les populations donc de ce sud globalisé sont en train de s'approprier ces outils même de l'Occident, ces outils de domination de l'Occident pour en faire quelque chose de meilleur, pour améliorer leur quotidien. La Chine, par exemple, s'est appropriée toute la technologie de l'Occident. Or, il y a rien qu'une trentaine d'années, cette technologie était juste occidentale, était uniquement dans le giron occidental. Mais aujourd'hui, la Chine se l'est appropriée. Au début, tout le monde riait de la Chine sur la conception des téléphones, sur la conception des voitures, parce que c'était des flops. Mais ils n'ont pas arrêté, ils ont continué et ils se sont améliorés. Aujourd'hui, se l'en sont complètement appropriés et sont aujourd'hui les tout premiers sur ce marché. Mais je parle de cette question justement pour une chose importante, c'est que l'outil de domination qu'est devenu Internet nous a été bénéfique sur ce plan précis. Aujourd'hui, on sait, à tous les niveaux d'ailleurs, à toutes les échelles, que le continent africain est un continent très vaste, très grand. Et au nom justement de cette grandeur géographique, on devrait prendre la place qu'on mérite dans ce monde. Et je pense que le colon au sens général, était dans l'esprit de dominer l'intellectuel africain, de dominer l'agriculteur africain, de dominer la masse africaine vis-à-vis de ce qu'il pouvait représenter dans l'ensemble géographiquement dans ce monde. Et aujourd'hui, si ce rapport change, je pense que ça va être très significatif sur le plan idéologique, même si c'est un travail de longue haleine
pour... Justement, vous parlez de travail de longue haleine. En quoi c'est important aujourd'hui de changer la cartographie de l'Afrique? Alors, il n'y aura pas un changement. Ce n'est pas comme si le continent va être redessiné ou qu'il y aura une nouvelle géographie. Non, absolument pas. C'est toujours le même continent, mais à des proportions réévaluées, beaucoup plus proches de la réalité. Et qu'est-ce que ça va changer? Stratégiquement, je l'ai déjà dit, sur le plan géostratégique, on ne peut pas parler de stratégie, de s'imposer sur ce plan géostratégique sans, bien sûr, s'approprier cette géographie. Avant tout, c'est de la géographie. Donc, je pense que se l'approprier déjà, c'est prendre cette place que ces États africains, que ce continent mérite sur l'échiquier international. Ensuite, se l'approprier également peut avoir des connotations et retombées économiques et financières, comme je l'ai déjà dit, mais aussi sociales et même intellectuelles. Je dis intellectuelles parce qu'on met très souvent de côté l'intellect africain. L'intelligence africaine. Exactement. Alors que tout a commencé par là. Avec l'Égypte et autres. Avec l'Égypte, exactement. Et je pense qu'on ne le dit pas assez ou on ne le met pas suffisamment en valeur. L'Europe et l'Occident se sont construits aussi grâce à l'idéologie, grâce à ce concept selon lequel il serait supérieur et qu'il serait doté en tout cas d'un pouvoir sur toutes les autres nations. Et avec le temps, surtout à l'époque du XVIe, XVIIe siècle, où on parlait du siècle Lumière, justement, il y avait des penseurs qui reflétaient cette grandeur géographique de l'Europe sur le monde. Et on l'a constaté, c'est qu'il y a eu un boom industriel, il y a un boom intellectuel, et tout ça constituait l'ossature de la construction de cette Europe qu'on a aujourd'hui, de cet Occident qu'on a aujourd'hui. Et la même chose peut se reproduire. Il n'est pas tard en réalité si ce changement sur la carte peut être une façon d'inculquer un boom, d'inculquer un changement conséquent sur nos idéologies grâce aux intellectuels. Je pense que ce sera significatif en termes surtout positifs pour notre continent et beaucoup plus pour cette génération qui arrive. Alors, je l'ai dit dans votre présentation, vous êtes également un consultant en géopolitique. Alors, dites-nous un peu, est-ce que ces mauvais tracés seraient-ils à l'origine des nombreux conflits qu'on assiste aujourd'hui entre États et même entre communautés? Ah non, du tout pas. Je ne pense pas que cela soit lié directement, mais bien sûr, d'une façon indirecte aussi, on peut dire que la conférence de Berlin et même beaucoup en amont, il y a eu les traités d'Ostabruck et de Münster en 742, si je ne dis pas de bêtises. Et ces traités, en réalité, ont constitué le premier ordre mondial, le tout premier ordre mondial, c'est-à-dire l'Europe sortait d'une guerre dévastatrice entre les 6 grands royaumes de l'Europe et entre les 6 grands souverains de l'Europe. Et il fallait s'asseoir pour se partager le monde afin d'arrêter déjà la guerre entre l'Italie et la France, entre la Prusse et la France aussi, et entre l'Angleterre aussi et les autres. Donc, c'était déjà le premier traité pour établir une sorte de paix en Europe, mais également... Avant d'aller à la conquête du monde. Exactement, c'est-à-dire la conquête du monde était devenue le prix de la paix en Europe. Ouais. Donc, on a laissé la France aller en Afrique, l'Allemagne aussi aller en Afrique. Le Portugal. Exactement, pour justement, afin que la carte de l'Europe obtenue à cette époque ne soit plus modifiée. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je pense que indirectement, cela influence les conflits, puisque cette décision des Occidentaux de dessiner la carte de l'Afrique à leur guise et de couper les États à leur guise, de se l'approprier à leur guise, a fait ensuite qu'on est tombé dans ce piège que dénonçait Kwame Nkrumah, c'est-à-dire des indépendances, et même avant les indépendances, on a hérité d'États fabriqués à la carte, en réalité. Et ces États fabriqués à la carte ont donné des États qui avaient les mêmes tribus, les mêmes langues, les mêmes ethnies, ou dans d'autres régions, des ethnies qui, depuis l'époque historique, ne se côtoyaient jamais. Et ces ethnies, ces tribus se sont retrouvées du jour au lendemain dans les mêmes territoires
Et je donne un exemple tout simple. Vous avez au Tchad, par exemple, des ethnies qui, historiquement, ne se côtoient pas, se sont retrouvées du jour au lendemain dans le même territoire. Et ça a laissé naissance des conflits. Quand je quitte le Tchad, je vais au Soudan, du Soudan en Somalie, etc. Vous allez constater qu'il y a toujours un affrontement entre certaines ethnies, certaines religions également qui ne se côtoient pas. Et tout cela a été alimenté, bien sûr, par l'ancien colon dans l'espoir ou dans l'ambition de dominer les uns et les autres. Donc aujourd'hui, je pense que redéfinir la proportion du continent africain, c'est une façon de se réapproprier la vérité historique et d'une certaine façon, comme je le disais, ça a eu des conséquences indirectes sur les conflits, pas des conséquences directement. Ce n'est pas parce que les cartes ont été définies, ce n'est pas parce que le Bénin, le Togo existent désormais sur la carte avec cette dimension que directement ça a occasionné des conflits. Mais indirectement, ça a conduit à des conflits qui ont leur source qui remonte beaucoup plus loin. Alors, nous quittons l'Union africaine pour l'Union européenne. Reprendre la main, c'est ce à quoi s'activent les Européens après le sommet Trump-Poutine. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Voilà ce que les Européens et le reste du monde ont pu retenir de ce sommet de l'Alaska. Oui, bon, après, dans un sens, moi, je comprends les affirmations des États européens qui, foncièrement, se sentent exclus. Est-ce qu'ils se sentent? Ils sont exclus? Oui, ils sont exclus. Voilà. Ils sont exclus et cela peut se comprendre à travers ce rapport de force qui s'est inversé depuis l'arrivée de Donald Trump. Je pense que quand Donald Trump est arrivé, l'Ukraine en a pris pour sa gueule et malheureusement... Les Européens avec. Les Européens avec. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de paix sans inclure, bien sûr, l'État qui est concerné. Ici, il s'agit de l'Ukraine. On parle de la paix en Ukraine, on parle de la paix dans un État. De l'Europe. Et on ne peut pas exclure l'Ukraine. Je peux comprendre que l'agenda de Donald Trump, c'est peut-être d'obtenir le prix Nobel de la paix à toute vitesse. Par tous les moyens et à tous les prix, quitte à marcher sur l'Ukraine. Peut-être c'est l'agenda caché de Donald Trump. Mais dans le vrai sens des choses, je pense qu'on ne peut pas aller vers une paix durable sans impliquer l'Ukraine sur une base réelle. Prenez le cas des deux grandes guerres mondiales. Il n'y a pas eu de véritable paix construite sans le dialogue des personnes et États concernés. Je pense qu'il n'y aurait pas eu le procès de Nuremberg si on n'avait pas intégré l'Allemagne, même aux discussions, même si on dit l'Allemagne a été marginalisée. Dans la discussion, ils ont pris part aux travaux, aux discussions. Et c'est vrai, sur les grandes photos, on ne voit que Staline, Roosevelt et Churchill. Mais on a exclu De Gaulle sur les photos. Mais cela ne voulait pas dire que De Gaulle était exclu des débats, des discussions. Cela ne voudrait pas dire non plus que l'Allemagne était exclue du débat, parce que même une Allemagne nazie n'était pas nazie à 100%. Il y avait bien des Allemands résistants aussi à l'époque. Donc je pense qu'on ne pourra pas vider la question de la guerre en Ukraine sans impliquer les Ukrainiens. En ce sens, je suis d'accord avec les dirigeants européens. Mais là où je me porte un peu à faux par rapport à leur rhétorique, c'est qu'il n'y a pas une véritable transparence dans leur discours. Je le dis pourquoi. Il y a une guerre à vos portes depuis maintenant 2 ans. 2026, ça va faire 3 ans. Hein. Bientôt 3 ans. Mais qu'est-ce que l'Europe a proposé de façon pérenne pour mettre fin à cette guerre? Pas grand-chose. Je ne pense pas qu'on mette fin... Sanctions, ok, mais je ne pense pas qu'on mette fin à une guerre en sanctionnant. Je ne pense pas non plus qu'on mette fin à une guerre en finançant une partie belligérante contre l'autre. Donc, je trouve que c'est un discours plus ou moins hypocrite, qui ressemble d'ailleurs très bien au discours du Gotha politique européen, qui constitue à dire des choses qu'ils ne font pas. C'est-à-dire, ils militent en faveur des droits de l'homme, ils militent en faveur de la paix, mais dans le fond, on sait que c'est toujours les mêmes qui financent. Donc, tout ce conflit au cœur de l'Europe a révélé une chose importante, c'est que la question de la paix dans le monde n'a jamais été ce qu'elle a semblé être. C'est-à-dire, il n'y a pas de paix
il n'y a pas de paix avec certains États. Il n'y aura jamais de paix avec certains États. Et même quand cette paix est mise en avant, il faut comprendre que derrière, il y a toujours des mains qui alimentent la déstabilisation, qui alimentent le conflit. À quelle fin? Alors, ça me permet de vous poser cette question en démarrant la question par cette affirmation, cette déclaration de Donald Trump. Exclure un cessez-le-feu et viser directement un accord de paix qui mettrait fin à la guerre. Déclaration de Donald Trump. Mais vous, en tant qu'expert en relations internationales, est-ce que cela est possible? Je pense qu'à l'heure où nous parlons, ça va être très compliqué. Pour moi, je pense qu'il faut aller au-delà même des affirmations, des grandes déclarations. Donald Trump, il est dans sa logique, oui, il est dans une logique qui ne change pas. C'est quelqu'un qui adore les grandes déclarations, qui adore les grandes décisions. Mais à partir du moment où ce n'est pas une décision qui le concerne directement, je pense qu'il n'a plus les rouages, il n'a plus la main à 100% pour pouvoir appliquer ces grandes affirmations. Pour qu'il y ait cessez-le-feu, déjà, il faut que l'Ukraine et la Russie puissent s'asseoir autour de la même table. Jusque-là, je n'ai pas encore vu. Une logique que Zelensky réclame et que Poutine ne veut pas. Ne veut surtout pas. Et il y a comme un dialogue de sourds entre les deux parties belligérantes. D'un côté, on a l'Europe aussi qui tire les ficelles du côté ukrainien, mais de l'autre, on a une Russie qui ne veut pas faire de concessions. Je ne vois pas non plus une paix sans concession. Certes, la Russie a glané du territoire, a glané des positions très importantes que l'Ukraine ne veut justement pas perdre. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des concessions si on veut obtenir une paix. Je pense que, et je me réfère une nouvelle fois à ces deux grands conflits, il n'y aurait pas eu de paix certaine si à un moment l'Allemagne n'avait pas juste laissé tomber le conflit, si le Japon également n'avait plus arrêté. Alors là, ce n'est plus une question de mettre dans cette question, ce n'est plus une question de... Enfin, je vais me retrouver, mais je disais, avant, il y avait ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire, avant, il suffisait qu'un pays brandisse ça pour que tout le monde se calme. Exactement. Il n'y aurait pas eu Nagasaki et Hiroshima. Je pense pas que... Le Japon n'aurait jamais capitulé. Hein? Exactement. En tout cas, pas aussi rapidement. Et il n'y aurait pas eu non plus cette puissance armée de l'URSS de l'époque et des États-Unis de l'autre. Hitler ne serait pas battu. En tout cas, il n'aurait pas cédé aussi facilement. Donc, cette dissuasion militaire n'existe plus, puisque les forces se sont équilibrées. Grâce à l'Europe, l'Ukraine continue de résister. Et la Russie continue également d'essayer de glaner des positions. Mais je veux dire une chose importante, c'est que il n'y a pas d'issue à une guerre tant que les parties belligérantes ne s'entendent pas ou ne s'assoient pas autour d'une table pour une discussion constructive. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque. Je pense aujourd'hui, il y a trop d'émissions externes. Je ne vois pas pourquoi l'Europe s'implique autant, même si c'est une question qui concerne l'Europe. Je ne pense pas que ça nécessite autant d'implications, surtout sur le plan militaire. Or, nous sommes à l'ère qu'on dit démocratique, à l'ère de la paix. On devrait beaucoup plus mettre en avant ces outils de dialogue pour faire entendre raison à M. Poutine. Alors, lorsqu'on écoute certains universitaires, chroniqueurs politiques, experts en relations internationales et consultants en géopolitique, ils estiment que pour Donald Trump, dans cette guerre, la vie de l'Europe ne compte pas. Et à moi de vous demander également, où est passée donc l'Europe? Alors que tout se passe au niveau du continent. Je pense que l'Europe a, d'une certaine façon, tourné le dos à Donald Trump. Sinon, c'est le contraire, hein, mais c'est le même effet, le même résultat. Depuis son élection, je pense que Donald Trump a été très clair envers l'Europe. Et je ne parle même pas sur le plan lié à cette guerre au cœur de l'Europe, mais sur tous les autres plans. Sur le plan économique, on a vu Donald Trump tourner le dos à l'Europe en leur imposant des taxes un peu farfelues, parce que dans ce genre de rapport, quand vous prenez en compte vos intérêts aussi, les États-Unis ont suffisamment d'intérêts
en Europe pour prendre ce genre de décision irréfléchie. Pour moi, c'est des décisions irréfléchies. Mais Donald Trump veut un peu faire payer à l'Europe ce qu'ils lui ont fait subir pendant ces 4 années de disette. Pendant les 4 années de disette, l'Europe a combattu les idées de Donald Trump. L'Europe a combattu même l'élection de Donald Trump à travers tous les moyens possibles, en soutenant la candidature de Mme Kamala Harris. Et on a vu que son élection a tout de suite activé un clivage entre l'Europe et Donald Trump. Donc, ce n'est que la conséquence de ce qui a été dit avant et pendant les élections aux États-Unis. Je pense qu'aujourd'hui, Donald Trump veut se réapproprier la grandeur de l'Amérique à travers que sa personne. C'est quelqu'un qui a un peu un but de sa personne et narcissique. Donc, sur le plan politique, il veut tout faire sans ses partenaires traditionnels. L'Europe est un partenaire traditionnel des États-Unis depuis, même avant les années 45. Je pense que l'Europe dealait avec les Américains justement à cause de cette histoire de migration entre l'Europe et les États-Unis. Il y a eu beaucoup d'immigration provenant de l'Europe vers les États-Unis. Et je pense que même le Gotha de la politique, de l'économie, des finances aux États-Unis est constitué pour la plupart des Irlandais, des Italiens d'origine. Et même Donald Trump a des ascendances européennes, si on remonte plus loin. Mais cette fissure est une fissure politique. Je pense que c'est une fissure politique qui s'accentue avec ce conflit en Europe. Donald Trump, comme je le disais en tout début, veut s'approprier tous les mérites, que ce soit la paix, que ce soit un cessez-le-feu, même à Kamtchatka. Peu importe là où se situe le conflit, Donald Trump... On l'a vu au niveau de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan la semaine dernière. Exactement, exactement. Et même si ce n'est toujours pas des succès, des francs succès, il veut à chaque fois mettre sa signature. Donald Trump était là. Exactement, comme entre le Rwanda et le Congo, malgré les signatures, je pense que sur le terrain... Ça tire à balles réelles aussi de ce côté-là. C'est ça le vrai problème. Alors justement, ça me permet de vous demander, est-ce que les Européens comme l'Ukraine, devraient se contenter de cet article 5 brandi, de cet article 5 de l'OTAN brandi par Donald Trump? Alors, moi, je pense fondamentalement que l'Europe devrait continuer sa cause qui consiste surtout à soutenir l'Ukraine. Il fait partie intégrante de l'Europe, mais ne doit surtout pas oublier que l'Ukraine, c'est un territoire sensible. C'est-à-dire, si on veut aller véritablement vers une paix certaine, il faudrait se dire que l'Ukraine est un peu la frontière entre l'Europe et la Grande Russie. La Grande Russie, effectivement, comme le disait aussi Sarkozy à une certaine époque. Et intégrer l'Ukraine à l'Europe, c'est un peu violer les désirs... C'est comme intégrer la Turquie à l'Europe également. Ça y ressemble, ça y ressemble un peu. Et je pense que l'Europe ne doit surtout pas faire ce mauvais choix. Surtout d'entrer dans un bras de fer avec les États-Unis qui va faire durer le conflit. Parce que là, nous sommes en train de voir que le conflit va s'extrapoler vers les États-Unis. C'est-à-dire les États-Unis, traditionnellement un allié de l'Europe, sont en train de devenir un adversaire. Un adversaire en quelque sorte, un adversaire caché de l'Europe qui tire à peu près sur tous les leviers possibles pour mal parler justement de cette politique américaine, pour décrédibiliser Donald Trump. J'ai écouté les propos d'Emmanuel Macron il y a quelques heures, mais c'est une façon claire de décrédibiliser le premier homme des États-Unis à travers toutes les déclarations. Donc, je pense fondamentalement que l'Europe ne doit pas faire le mauvais choix en se trompant d'adversaire. Ici, l'adversaire, c'est la guerre. Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas les États-Unis, mais c'est la guerre. Il faudrait que ce conflit puisse prendre fin afin que, justement, cette carte de l'Europe soit redéfinie d'une certaine façon. Il doit y avoir des concessions si on aspire à une paix certaine, si on aspire à un cessez-le-feu durable. Alors, justement, les Européens ont-ils encore la possibilité de faire avancer leurs pions après ce sommet? Si oui, comment? Je pense que le seul levier dont dispose l'Europe aujourd'hui, c'est la pression.
c'est la pression sans avoir véritablement les armes en main. On l'a vu clairement. Je pense que l'Europe a été sortie du jeu, sortie complètement du jeu, et moi je dirais pas de la bonne, mais c'est de la mauvaise manière en réalité. C'était pas sain de sortir l'Europe de cette façon, en tout cas, de l'ignorer, un peu comme si elle n'a jamais été présente. L'Europe a toujours été présente, même pour les États-Unis. Je me rappelle quand avait commencé la crise des subprimes, l'Europe était présente justement pour les États-Unis, pour les Américains. Cette crise est devenue mondiale justement parce que les Européens se sont impliqués aussi. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse remercier l'Europe en monnaie de singe vis-à-vis de ce qu'elle a fait. Certes, sa politique, comme je l'ai dit, ce n'est pas une politique claire, c'est un peu une politique de l'autruche en réalité, mais dans le fond, le monde a besoin de l'Europe. Le monde a besoin de l'Europe sur le plan industriel, sur le plan géostratégique, sur le plan économique aussi. Le monde a besoin véritablement d'Europe. Les États-Unis ne peuvent pas se passer de l'Europe, vice-versa. Hein? Et oui, c'est vice-versa. Autant que l'Europe aussi a besoin du monde. C'est ça ce qu'on ne doit pas oublier. Et en période de crise, on a souvent l'impression que le contraire n'est pas possible, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'autre. Or, ce n'est pas vrai. Je pense qu'aujourd'hui, ce monde constitué même de l'Afrique, on a besoin d'une paix durable pour justement construire notre développement. On ne peut pas construire un développement sur un monde déséquilibré. Je ne pense que cela puisse exister. Si on construit ou si on essaie de construire un développement sur un monde déséquilibré, je pense que ça va ressembler à une maison qui est bâtie sur de très mauvaises fondations et dès qu'il y aura la moindre secousse, tout risque de s'écrouler. Alors, en ce moment, au niveau de l'Union européenne, c'est le Danemark qui a la présidence. Justement, en parlant du Danemark, la première ministre danoise appelle à la prudence parce qu'elle estime que la situation est incertaine après le 10 sommet. Alors, croyez-vous que la première ministre danoise est en train de faire une autre lecture que les autres pays européens ne font pas forcément? Attention, le Danemark, c'est quand même un État qui veut protéger ses acquis, qui veut également protéger sa souveraineté et ne pas entrer dans un conflit qui ne les engage nulle part. Le Danemark, il faut rappeler, c'est encore en Scandinavie, c'est toujours au nord de l'Europe. Ils sont très proches de la Russie également. Ils sont certes proches de la Russie, mais ils sont loin du conflit. Donc, je pense que chacun sauvegarde ses intérêts. Oui, aujourd'hui, vous ne pouvez pas... Oui, mais vous parlez de sauvegarder les intérêts, mais juste à côté de ça, elle demande toujours à l'Europe de continuer de soutenir l'Ukraine militairement. Oui, vous allez comprendre que le narratif de l'Europe est construit autour de la même phrase, c'est-à-dire il faut soutenir l'Europe, peu importe le prix, il faut soutenir l'Europe. Mais derrière ce narratif, il y a des hommes d'État, même Giorgia Meloni, malgré qu'elle soit vent debout contre les Russes ou contre les décisions de Poutine, derrière, quand il faut critiquer, elle critique clairement la position de donner encore beaucoup plus d'argent parce que on ne peut pas, les Européens ne peuvent pas continuer dans cette logique de donner autant d'argent sans voir un résultat certain derrière. On investit quand on est sûr qu'on aura des retombées. Exactement. Et là, la guerre est en train non seulement d'être perdue, mais l'allié principal de l'Europe, que sont exactement les États-Unis, sont en train de changer de fusil d'épaule. Donc, en tant que homme d'État, intelligent surtout, il faut faire une lecture. Avec l'arrivée de Donald Trump, c'était prévisible qu'au niveau des États-Unis, la donne allait changer. Mais pourquoi est-ce que les Européens n'avaient pas anticipé? Ils n'avaient pas le temps d'anticiper puisqu'ils ont soutenu Kamala Harris, puisqu'ils attendaient jusqu'au dernier moment une élection de la démocrate, ce qui ne s'est pas fait dans les urnes. Et c'était une stupeur. Vous avez vu le temps que ça a pris aux dirigeants européens de congratuler, de féliciter Donald Trump. Donc, c'était une stupeur. Comment ça allait se faire? Ils n'avaient pas anticipé, justement, une élection de Donald Trump. Il y avait la menace d'une élection de Donald Trump, une menace qui était conjuguée justement au risque que l'Ukraine, et pas que l'Ukraine, mais que plusieurs sujets clés bascule dans des positions inquiétantes, surtout pour l'Europe. La question d'Israël était également discutée. La question de la sécurité dans le monde était discutée. La question également d'une paix
durable dans le monde était discutée. La question également des enjeux économiques et financiers était discutée. Donc aujourd'hui, je pense que fondamentalement, c'est la politique de la prudence que la première ministre danoise imprime en réalité. Et c'est ça la juste décision. C'est-à-dire, on ne peut pas se désolidariser du bloc que constitue l'Europe, mais en même temps, on est prudent par rapport à l'avenir, parce que c'est de ça qu'il est question. Là, nous nous rendons du côté du Liban. Le gouvernement libanais, accusé par le Hezbollah de livrer le pays à Israël. Alors, l'expert en relations internationales, une nouvelle accusation du mouvement chiite envers le gouvernement libanais. Non, mais je trouve que le gouvernement libanais n'a jamais été crédible. Le gouvernement libanais a toujours été absent, abonné aux absents. Et surtout quand il s'agissait des questions de sécurité et des questions d'enjeux stratégiques. Je pense que le gouvernement a toujours répondu absent. Quand on avait besoin de ce gouvernement, on ne voyait personne. Et c'est le Hezbollah à un moment qui s'est constitué en gouvernement un peu indépendant, un peu libre, ou en une force autonome au sein même du territoire libanais et sous le silence aussi de ce gouvernement. Donc aujourd'hui, je pense que ces accusations sont fondées dans la mesure où, et justifiées, puisque je pense que ce gouvernement milite aussi pour sa survie. Milite pour sa survie dans le cadre où on a vu que Israël a gagné un peu ce rapport de force dans la sous-région. Ouais. Et on ne peut pas voir un État qui remporte le rapport de force et continuer à se taire ou continuer à être du mauvais côté. Parce qu'aujourd'hui, être du mauvais côté, c'est se taire. C'est dangereux, hein? Exactement, c'est dangereux. Être du mauvais côté et soutenir, ne fût-ce que tacitement, le Hezbollah, c'est se condamner un peu. Et si ce gouvernement veut continuer à exister, en tout cas dans la durée, dans le cœur des Libanais et surtout dans le cœur de ceux qui dominent la sous-région, il est important qu'ils fassent allégeance. Alors l'allégeance, ça peut être... C'est bien fait de faire allégeance. Alors, lorsqu'on regarde un peu tout ce qui se dessine, tout ce qui se passe aujourd'hui du côté du Moyen-Orient, est-ce que demander le désarmement de ce mouvement chiite est la priorité de l'heure? Alors, c'est une question complexe, parce que le Hezbollah a certes une branche politique qui existe, mais aujourd'hui qui est aux abois, mais a surtout eu une force militaire. Et cette force militaire est décrite auparavant. Le Hezbollah assurait cette sécurité du Liban, en tout cas à plusieurs endroits, et a toujours été vu par Israël comme étant un ennemi, une branche terroriste, etc. Ce qui, pour ma part, est vrai, en tout cas dans une certaine mesure. Mais aujourd'hui, la priorité du gouvernement n'est pas sa vraie priorité. C'est une priorité imposée. C'est un peu la lecture que je disais dans la première partie de mon analyse. C'est-à-dire, on a un gouvernement qui est obligé qui subit des de réagir. Externes. Exactement. Pour continuer à exister, pour continuer à avoir cette légitimité acquise certes dans les urnes, mais ces urnes-là, on sait d'où ça provient. En tout cas, la force de ces urnes provient d'ailleurs. Donc, pour continuer à exercer cette légitimité sur le peuple et au Liban, il est important de désavouer le Hezbollah, il est important de désarmer le Hezbollah, mais ça ne sera pas simple, désarmer le Hezbollah. Parce que désarmer le Hezbollah, c'est encore mener un autre combat qui risque de faire plusieurs victimes. Et dans le camp, bien sûr, du Hezbollah, mais aussi dans le camp des civils libanais et aussi de ce gouvernement libanais. Alors aujourd'hui, on parle de désarmer, le gouvernement libanais parle de désarmer le Hezbollah. Est-ce qu'aujourd'hui on peut discuter avec le Hezbollah sans une quelconque présence iranienne? Alors, je pense que l'Iran aussi se préoccupe de ses propres problèmes aujourd'hui parce que j'évoquais ce changement du rapport de force dans la sous-région. À tout moment, cela peut basculer. C'est vrai qu'aujourd'hui, Israël et l'Iran se tiennent en respect quand même. Se tiennent en respect. 12 jours de guerre. Exactement. mais aujourd'hui, c'est ce que j'appelle, c'est toujours une guerre auquel on assiste, mais une drôle de guerre. La drôle de guerre, c'était quoi? Entre 38 et 39, c'était une drôle de guerre entre la partie allemande et la partie
française et anglaise. C'est-à-dire, tout le monde se regarde en chaîne de faïence. On ne sait pas quand ça va partir en vrille, parce que c'est parti en vrille après 39. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'attaquer, mais on se regarde en respect, on se tient en respect. C'est la même chose qui s'applique aujourd'hui, c'est-à-dire les forces se sont équilibrées à partir du moment où l'Iran, la République islamique d'Iran a montré sa véritable force de destruction aussi. Exactement. Donc, aujourd'hui, ils n'ont pas eu peur de tirer sur les bases américaines. Exactement. Hein? Donc, la priorité aujourd'hui de l'Iran n'est pas forcément de renforcer le Hezbollah, n'est pas forcément de soutenir les Houthis, n'est pas forcément de soutenir la milice armée du Hamas à Gaza. Donc, c'est une façon de dire, oui, on est toujours là, mais d'abord, on va se concentrer sur nous-mêmes et nous prioriser aujourd'hui. Et c'est ça qui a aussi fait la faiblesse de ces mouvements autour de l'Iran, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis au Yémen. Ils sont un peu tous affaiblis, justement parce que Israël a inversé ce rapport de force dans la sous-région, sous le silence, je vais dire, un peu coupable de l'Arabie Saoudite aussi. Alors justement, ce qui était encore il y a quelques années comme étant des soupçons est devenu quand même une réalité depuis quelques temps déjà. La réalité de savoir que le Hezbollah est officiellement le filleul de l'Iran. Alors les pressions américaines et israéliennes sur le gouvernement, le gouvernement libanais pour désarmer le Hezbollah, est-ce que c'est présent, avec toutes ces pressions, est-ce que ça changera la donne? Alors, il faudrait savoir... Non, l'Iran est toujours là. L'Iran est toujours là. Ne sera plus là comme c'était le cas il y a encore quelques années. Mais il est quand même là quand même. L'Iran est toujours là. C'est une certitude. Mais la force du Hezbollah n'est pas que l'Iran. Le Hezbollah a réussi à avoir cette autonomie financière. Aujourd'hui, ils ont réussi à avoir cette autonomie financière. Ils ont réussi à avoir une force militaire, une force de destruction en réalité, ou une force défensive. Ils sont capables de se défendre tout seuls. Ils ont à eux seuls des stratégies qui intègrent parfois même l'administration libanaise. Ils ont des forces politiques, ils ont des forces même politiques au sein du Parlement. Donc cela voudrait dire une chose, pour éradiquer le Hezbollah, ce n'est pas qu'une question de désarmement, c'est une question idéologique. On ne combat pas ceux qui prennent la violence comme... le pain quotidien. Exactement, on ne les combat pas du jour au lendemain. Il faudrait que ce soit constructif, mais surtout idéologique. Et c'est ce que les Occidentaux, en tout cas pour ma part, ne comprennent pas. Je ne pense pas qu'on puisse mettre fin au Hezbollah, qu'on puisse mettre fin à ce mouvement. Oui, mais lorsque je vous entends, vous ne voyez pas le désarmement du Hezbollah, c'est pas pour demain. Le désarmement du Hezbollah n'est pas impossible. Je continue d'insister là-dessus. Mais tout dépendra de la façon dont le gouvernement va s'y prendre. Ils peuvent s'y prendre par la force, mais ça ne va jamais s'arrêter en réalité, parce qu'il y aura un affrontement, il y aura un retour, il y aura une réponse. Mais s'ils s'y prennent autrement, c'est-à-dire en partant sur la méthode de l'éducation, sur la méthode de l'idéologie, je pense que ça peut être beaucoup plus lent, mais ils vont y arriver. Malheureusement, comment faire face à cette pression, puisque le Liban dépend de la manne financière de l'Occident, des Américains. Et je pense que si ces États occidentaux, si les Américains doivent sanctionner encore cet État qui, pour moi, est un État failli, doivent encore sanctionner le Liban, je pense que ça risque d'être encore très dur pour la population, très dur pour ces Libanais qui n'auront pas d'autre choix peut-être que de renverser une nouvelle fois ce gouvernement et de créer une instabilité encore plus inquiétante. Alors, pour sortir de ce sujet libanais, croyez-vous que le nouveau chef du Hezbollah, Naïm Qassem, est plus dangereux que Nasrallah parce que, sans porter de gants, on parle de désarmement et lui, il voit déjà tout de suite une guerre civile qui est en train de se pointer à l'horizon? Non, je pense que on change de nom, mais l'idéologie n'a jamais changé. Exactement. Le Hezbollah reste le Hezbollah. Et comme je le disais tantôt,
tout dépendra de la manière avec laquelle le gouvernement va s'y prendre. Déjà, ce gouvernement est très fragile, ce gouvernement est biberonné par l'Occident et les États-Unis, donc n'a pas forcément dire que c'est un une gouvernement crédibilité. badigeonné, c'est ça? Oui, un gouvernement qui, il y a encore quelques mois, n'existait quasiment pas sur le plan même national. Il n'était plus crédible. C'est-à-dire, quand vous prenez un Libanais et vous demandez son avis vis-à-vis du gouvernement, il vous dit, allez, c'est des rigolos, notre gouvernement. Donc, aujourd'hui, ils ont profité un peu de la question pour prendre un peu de l'ampleur médiatique, pour prendre un peu de l'espace qu'a laissé le Hezbollah justement à cause de son implication dans le conflit avec Israël. Mais aujourd'hui, on peut constater une chose importante, c'est que le gouvernement libanais joue sa survie aussi à travers son implication dans cette question de désarmement du Hezbollah. Sa survie en essayant aussi de jouer le jeu de l'équilibriste. Ils ne vont pas y arriver, ils le savent très bien qu'ils ne vont pas y arriver, ils n'ont pas les moyens. L'armée libanaise est une armée mal formée, mal équipée et déstructurée surtout. Ils savent qu'ils ne vont pas y arriver. Donc, il faut tenir le discours que recherche l'Occident, c'est-à-dire, oui, on va désarmer, on va essayer de persuader le Hezbollah qu'il faut se désarmer en réalité. Mais au fond, ils ne vont jamais attaquer le Hezbollah. Et on sait très bien que si cela se fait, c'est le gouvernement entier qui risque de tomber et on n'est pas prêt du risque des attentats et même de cette guerre civile que brandit le leader du mouvement. Alors, les quelques minutes qui nous restent nous permettent très rapidement d'aborder le dernier sujet, lutte contre la drogue des cartels. Donald Trump déploie 4000 marines dans les Caraïbes. Donald Trump a finalement lancé une promesse de campagne contre les cartels de drogue. Oui, je pense qu'on a un chef d'État qui veut mettre fin au cartel de la drogue. Je pense que même aux États-Unis, la répression a commencé depuis son élection. Et je pense que c'est tout de même une décision salutaire. C'est pas simple, cela ne garantira pas la fin de ces cartels de drogue qui sont devenus des mouvements bien organisés, capables de se réinventer autrement, capables même d'exister sous le sol, de se dissimuler et d'attendre que tout se calme pour reprendre leur business. Donc, je pense que c'est une très bonne initiative, c'est une véritable démonstration de force et ça risque d'ébranler, en tout cas, ne fût-ce qu'un temps soit peu, le mouvement, hein, ce mouvement opaque que constituent les cartels de la drogue, qui ne sont pas qu'impliqués que dans la drogue, mais aussi dans la criminalité, aussi dans les vols à grande échelle d'ailleurs, et ça ne donne pas une bonne image de cette partie du continent. Oui, mais envoyer 4000 Marines pour démanteler ce cartel et tout, mais est-ce que ce n'est pas déjà voué à l'échec quand on sait quand même qu'il y a eu plein d'initiatives? Il y a eu des initiatives de la DEA, il y a eu des initiatives de la CIA dans ces grands pays que sont la Colombie, le Mexique. Est-ce que ce n'est pas déjà voué à l'échec? Oui, quelque part, on peut dire, c'est pas simple, hein, parce que c'est aussi des États qui vivent de ce business, de ce système. Et je pense que ces cartels en profitent en réalité. Il y a la disparité de l'État qui a favorisé en fait ce drame à l'échelle sociale et économique dans ces États. Vous allez voir que c'est des populations qui dépendent, hein, littéralement, ils dépendent littéralement de ce genre de business. Mais que proposent les États à côté? Pas grande chose. Les États ne proposent pas grande chose. C'est très bien de lutter contre les cartels de la drogue, mais que proposez-vous en termes d'alternatives? Que proposez-vous en termes de propositions pour les pères de famille qui n'auront plus certainement de quoi vivre pendant un temps? Est-ce qu'ils vont structurer l'agriculture dans le long terme ou dans le moyen terme? Est-ce qu'ils vont structurer le commerce dans le court et moyen terme? Est-ce qu'ils vont mettre sur pied le système éducatif pour éduquer les enfants pour qu'ils ne soient pas déscolarisés, qu'ils n'abandonnent pas l'école? Parce que c'est une chaîne en réalité. La déscolarisation, la mauvaise éducation conduit conduit ces jeunes à rejoindre ces cartels de la drogue pour des questions parfois insignifiantes. Donc, il est important que ces questions soient priorisées par les États. Je peux comprendre que la force soit
une mesure du moment, c'est-à-dire la force va impliquer une réaction directe sur le terrain contre les barons de la drogue, contre les cartels, etc. Mais ça, c'est sur le court terme, parce que dans le long terme, je ne vois pas le budget américain continuer à alimenter ça pendant 4 ans. Je ne suis pas sûr. Justement, vous faites bien de parler du budget américain. Certains estiment que Donald Trump devrait d'abord commencer la lutte en interne, parce que ces cartels ne peuvent pas être aussi puissants s'ils n'ont pas des entrées aux États-Unis. Suivez mon regard. Oui, je comprends cette assertion, mais pour moi déjà, et je suis d'accord pour une fois avec l'administration Trump, il faut combattre le problème à la source. C'est important, puisque la majorité de ce qui se vend aux États-Unis provient de quelque part. Donc il faut combattre le problème à la source. Je fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas la force qui règle le problème dans le long terme. Non, dans le long terme, ça ne va résoudre aucun problème. Au contraire, ça va nourrir des résistances puisque les gens vont se dire, OK, vous voulez dégager les cartels, etc. Mais qu'est-ce que vous nous proposez d'autre à part cette force-là? Donc, il y aura un mouvement de résistance si cela s'étend dans le long terme. En revanche, si c'est dans un court terme et on sait qu'il y a un agenda clair et précis d'une action de ces marines sur le terrain pour combattre la cause de ces cartels de la drogue, etc., eh bien, on peut se dire, ça va résoudre un problème temporel, mais derrière, il faudrait une véritable action capable d'accompagner ces interventions militaires ou armées. Sans quoi, ce sera un problème qui va se répéter. Et la deuxième chose, et je reprends à votre question, c'est que, bien sûr, les États-Unis aussi souffrent de ce problème à l'intérieur. Et il faut rappeler aussi une chose importante, c'est que depuis son investiture, Donald Trump fait en tout cas à sa façon une lutte acharnée contre les cartels colombiens, mexicains, etc. Ce n'est pas encore à la hauteur du danger que courent les Américains, mais quand même, je pense que c'est très osé. Sous Biden, on n'a jamais vu ça. Au contraire, on voyait même des militants de ces cartels s'exposer fièrement sur les réseaux. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Vous vous exposez, on vous capture et on vous envoie dans le premier avion. Et tout ça montre une chose, c'est que Donald Trump fait de la lutte contre les cartels de la drogue une lutte personnelle. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Alors, avant de vous laisser partir, est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui estiment que cette décision de Donald Trump outrepasse aujourd'hui le droit international? Oui, absolument. Absolument. Je pense que Donald Trump, comme on le dit en anglais, bon, je ne vais pas oser le dire en anglais, mais il ne se préoccupe pas du tout du droit international. C'est pas son dada. C'est pas du tout sa tasse de thé. Et je pense que cela s'est constaté déjà à travers plusieurs prises de décision, plusieurs prises de parole. C'est lui et les Amériques, les États-Unis avant toute chose. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas une nouveauté. Et c'est dommage parce que c'est ce que rappellent souvent les Européens à Donald Trump, c'est-à-dire ces décisions bafouent le droit international. Eux aussi ils bafouent le droit international, mais ils le font plus subtilement. Mais qui des deux est le pire? L'histoire nous le dira. Voilà, c'est avec cette intervention de mon invité et expert en relations internationales, Hamzat Abdoulaye, que nous mettons en terme à notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi. Toute l'équipe de production vous remercie de nous avoir suivis. Retrouvons-nous le lundi prochain pour décrypter d'autres actualités. C'est tous les lundis après-midi sur ESAE Télévision, la télévision de l'excellence.